Partout sur la planète, des vestiges de pierre défient notre entendement. Des blocs de granit pesant des centaines de tonnes, extraits de carrières lointaines et ajustés avec une précision millimétrique, si parfaite que la lame d'un couteau ne peut s'insérer entre eux. La version officielle, celle des manuels, nous parle de ciseaux de cuivre et de cordes de chanvre. Pourtant, face à des traces de forage d'une perfection déconcertante, que même nos foreuses à diamants peinent à reproduire, l'au Japon, chez des civilisations que des milliers de kilomètres et des millénaires séparent. Mais nulle part ailleurs cette énigme n'est aussi vertigineuse qu'en Indonésie, sur l'île de Java. Là se dresse le site de Gunung Padang. Pendant des siècles, les habitants y ont vu une simple colline sacrée, un lieu de prière où reposaient des pierres ancestrales. Une perception qui allait être bouleversée en l'an 2010. Des géologues, venus non pour prier mais pour étudier l'activité sismique, pointent leur géoradar vers le sol. Ce que les instruments révèlent dépasse l'imagination. Sous la fine couche de terre et de végétation ne se cache pas une montagne, mais une structure colossale, œuvre de l'homme. L'étape suivante fut la datation. En analysant des matières organiques piégées entre les pierres, à 30 mètres de profondeur, les scientifiques obtiennent un résultat qui les force à vérifier leurs équipements. Le verdict tombe, près de 20 000 ans. Pour saisir l'ampleur de cette date, il faut se projeter. 20 000 ans. Nous sommes au cœur de la dernière période glaciaire. Les mammouths arpentaient encore la toundra, et il restait 15 000 ans avant que la première pierre des pyramides d'Égypte ne soit posée. L'histoire, telle que nous la connaissons, vole en éclats. La science nous enseigne qu'à cette époque, l'humanité était composée de simples chasseurs-cueilleurs, vivant dans des grottes et des abris précaires. Ils n'avaient ni État centralisé, ni agriculture pour nourrir l'armée d'ouvriers nécessaire à un tel chantier. Immédiatement, les théories alternatives ressurgissent. Gunung Padang serait la preuve tangible de l'Atlantide, ou d'une autre civilisation mère hautement développée, anéankie par un cataclysme planétaire. Qui d'autre, sinon une race oubliée, ou des instructeurs venus des étoiles, aurait pu posséder la technologie pour ériger la plus ancienne pyramide du monde. Pourtant, lorsque l'effervescence retombe, les géologues proposent une explication plus prosaïque, mais non moins fascinante. La nature elle-même aurait fourni les briques. Les pierres de Gunung Padang sont des colonnes de basalte, formées par un processus volcanique naturel. Mais si la nature a créé les blocs, elle ne les a pas assemblés. L'humanité a toujours été attirée par le mystère, cherchant à bâtir son propre sens sur les énigmes que lui offrait la Terre. Et si la plus grande technologie de nos ancêtres n'était pas dans leurs outils, mais dans leur capacité à voir le sacré, là où nous ne voyons plus que de la pierre. Au cœur des entrailles de la Terre, une alchimie silencieuse s'opère. Lorsque la lave en fusion, prisonnière dans le conduit d'un volcan, se refroidit lentement, elle se contracte. Cette tension inéluctable la fracture selon les lois immuables de la physique, donnant naissance à une géométrie parfaite. Des colonnes de basalte, le plus souvent hexagonales. La nature elle-même, dans un acte de création minérale, forge les briques d'un édifice potentiel. Sur l'île de Java, en Indonésie, des hommes anciens ont contemplé ce prodige. Ils ont vu dans ces orgues basaltiques non pas une curiosité géologique, mais une opportunité. Sans machines complexes, sans plan d'architecte, ils ont entrepris une tâche titanesque. Déplacer ces milliers de piliers de pierre, lourds de plusieurs tonnes chacun, pour fortifier les flancs d'une colline sacrée, pour ériger des terrasses successives vers le ciel.
Ce n'est pas une construction ex nihilo, mais une collaboration grandiose avec le paysage, une réinterprétation du monde naturel par la main de l'homme. Ici, l'énigme la plus profonde n'est pas technologique. Est-le maître pour imposer sa volonté? A-t-elle pu s'unir et persévérer durant des siècles, génération après génération, autour d'un objectif unique? Le mystère n'est pas dans les outils, mais dans le ciment social qui a rendu possible une telle prouesse collective. Pourtant, si en Indonésie l'homme a collaboré avec la nature, un autre lieu sur Terre raconte une histoire radicalement différente. Une histoire non pas de construction, mais de soustraction. Un récit où la montagne n'est pas un allié, mais une toile brute à conquérir. Bienvenue dans l'état du Maharashtra en Inde, face au temple de Kailasa. Au premier regard, le cerveau humain refuse de comprendre. Notre expérience nous a appris qu'un bâtiment se construit de bas en haut. On pose des fondations, on élève des murs, on couvre d'un toit. Mais ici, cette logique fondamentale est inversée, pulvérisée. Ce temple, haut comme un immeuble de 9 étages, n'a pas été assemblé. Il a été libéré de la montagne. Il a été entièrement sculpté, du sommet vers la base, dans un unique et gigantesque bloc de roche volcanique. Imaginez un sculpteur qui, d'un bloc de marbre, fait émerger une statue en retirant tout ce qui n'est pas elle. Maintenant, transposez cette image à une échelle monumentale. La statue est un complexe architectural vertigineux, avec ses colonnes majestueuses, ses salles labyrinthiques, ses ponts suspendus, ses statues d'éléphants grandeur nature et ses frises d'une complexité inouïe. Chaque détail, du plus petit ornement à la plus haute tour, fait partie intégrante du monolithe originel. Pour accomplir ce miracle, les bâtisseurs ont dû excaver et évacuer plus de 200 000 tonnes de roches. Si l'on chargeait cette masse de pierre dans des wagons de marchandises, le convoi s'étendrait sur près de 40 km. Une cicatrice colossale infligée à la montagne pour en extraire un joyau. L'aspect le plus vertigineux réside peut-être dans l'absence totale de droit à l'erreur. Si un tailleur de pierre, par un geste malheureux, brisait le nez d'une divinité ou une partie d'une colonne, il n'y avait aucune possibilité de réparation. Impossible de recoller le morceau. Impossible de remplacer un bloc. Une seule faute, et l'œuvre entière, fruit d'années de labeur, serait à jamais défigurée. Les chroniques officielles, gravées sur place, affirment que cette merveille fut achevée en seulement 18 ans, au cours du 8e siècle de notre ère. Et c'est là que le calcul défie l'entendement. Diviser 200 000 tonnes par 18 ans signifie que les ouvriers devaient extraire et évacuer en moyenne 30 tonnes de roches chaque jour, sans week-end, sans fête religieuse, sous la pluie de la mousson, comme sous le soleil accablant. Ce chiffre ne tient même pas compte du temps infiniment plus long nécessaire à la planification, à la sculpture délicate, à l'art. Face à cette impossibilité mathématique, beaucoup estiment que le marteau et le burin ne suffisent pas à expliquer Kailasa. Les théories les plus audacieuses fleurissent sur la toile de nos savoirs modernes. Certains évoquent des machines titanesques dont les traces seraient visibles sur les parois. D'autres parlent d'une technologie perdue, d'ondes sonores capables de ramollir la roche, ou même d'outils laser, héritage d'un contact venu d'ailleurs. La pierre, si massive soit-elle, reste silencieuse. Elle ne révèle pas ses secrets. Mais elle témoigne d'une ambition qui dépasse notre conception moderne de l'effort et du possible. La véritable énigme n'est peut-être pas dans les outils,
mais dans la volonté. Dans cette force invisible qui a poussé des hommes à ne pas simplement construire sur la terre, mais à sculpter la terre elle-même, laissant derrière eux une question gravée dans le roc pour l'éternité. De quoi l'humanité est-elle réellement capable ? Au cœur du Maharashtra en Inde, se dresse un monolithe qui défie l'entendement. Le temple de Kailasa, taillé à même une unique paroi rocheuse, suscite une quête qui mettrait au défi les ingénieurs modernes et leur arsenal technologique. Face à un tel prodige, l'esprit est tenté de chercher des réponses au-delà du monde connu. Pourtant, la solution à cette énigme ne se trouve pas dans les étoiles, mais dans le génie organisationnel des anciens bâtisseurs. Le secret de leur efficacité résidait dans une approche radicalement innovante, la méthode de l'excavation verticale. Contrairement aux bâtisseurs des pyramides, condamnés à hisser d'écrasants blocs de pierre vers le ciel, les artisans de Kailasa ont inversé le paradigme. La gravité, cet adversaire implacable, est devenue leur plus fidèle allié. Les tonnes de débris et de roches superflues n'étaient pas soulevées, mais simplement précipitées vers le bas, dégageant progressivement le temple de sa gangue minérale. Les outils, quant à eux, étaient d'une simplicité déconcertante. Les maîtres d'œuvre utilisaient des coins en acier pour forer une série d'orifices précis dans la falaise. Dans ces cavités, ils inséraient des coins de bois sec qu'ils arrosaient ensuite abondamment. Gorgé d'eau, le bois se mettait à gonfler, exerçant une pression lente mais colossale, une force monstrueuse qui finissait par fracturer la roche avec une netteté chirurgicale, exactement le long de la ligne désirée. Mais la ressource la plus précieuse des anciens rois n'était ni le métal, ni le bois. C'était le potentiel humain. Des milliers de tailleurs de pierre, organisés en équipes se relayant jour et nuit, ont œuvré dans un balai incessant. Sous leurs mains, la montagne brute s'est métamorphosée en une œuvre d'art divine. Kailasa n'est donc pas un monument dédié à des technologies oubliées, mais un témoignage éternel de la persévérance et de la discipline humaine, des forces parfois plus puissantes que n'importe quel laser. Pendant des siècles, ce temple a ébloui les pèlerins, sa majesté offerte aux yeux de tous. Mais une autre énigme, bien plus ancienne, est restée dissimulée pendant des millénaires sous l'étreinte silencieuse de l'océan, jusqu'à ce qu'un plongeur solitaire, en quête de requins, ne la révèle au monde par le plus pur des hasards. Nous voici au Japon, à l'extrémité occidentale du pays, sur l'île de Yonaguni. En l'an 1986, un moniteur de plongée du nom de Kiyachiro Aratake explore les fonds marins. Son objectif est simple, trouver un nouveau site pour observer le balai des requins marteaux. Mais ce qu'il découvre ce jour-là lui coupe le souffle. Devant lui, surgissant des profondeurs, se dresse une structure colossale en pierre, évoquant une pyramide à degrés, ou les vestiges d'une forteresse cyclopéenne. Aratake distingue des terrasses parfaitement planes, des angles droits défiant l'érosion naturelle, des formations qui ressemblent à des marches d'escalier monumentales, et même ce qui semble être une route taillée dans la roche, contournant la structure. Les dimensions sont stupéfiantes. L'objet s'étend sur 150 mètres de long et 40 mètres de large. Lorsque la nouvelle de sa découverte atteint le continent, le monde se prend à rêver d'une Atlantide japonaise. Le cœur du problème est sa localisation. Pour que des hommes aient pu bâtir une telle cité, il aurait fallu que le niveau de la mer soit bien plus bas. Une condition qui ne fut remplie dans cette région que durant la dernière période glaciaire, il y a environ 10 000 ans. Si cette structure est bien l'œuvre de l'homme, elle serait alors plus ancienne que les pyramides d'Égypte et les cités de Sumer de près de 5000 ans, bouleversant les fondements de notre chronologie. Les partisans de la théorie d'une ancienne civilisation
y voient les restes du légendaire continent de Mu, l'équivalent pacifique de l'Atlantide. Ils pointent des détails difficilement attribuables aux caprices de la nature. 2 orifices circulaires au bord d'une immense dalle, comme des socles destinés à accueillir des piliers aujourd'hui disparus. Et une formation rocheuse énigmatique, évoquant la tête massive d'une tortue, ou peut-être un visage humain tourné vers le sud. Qui, sinon une grande civilisation oubliée, aurait pu ériger une telle métropole portuaire avant que l'océan ne vienne réclamer son dû? La communauté scientifique s'est immédiatement fracturée. D'un côté, les archéologues, prudents, secouent la tête avec scepticisme. De l'autre, des géologues avancent une explication naturelle, aussi fascinante que controversée. Entre la certitude de la pierre façonnée par la main de l'homme et le mystère de la roche sculptée par le temps, se dessine la frontière fragile de notre savoir. Une frontière où chaque découverte ne fait que creuser plus profondément l'abîme de nos interrogations sur ce que nous fûmes et sur ce qui dort encore sous le voile des eaux. Au large des côtes japonaises, sous le silence des vagues, repose une énigme de pierre. La structure de Yonaguni, massive et angulaire, est composée de grès et d'argilite. Ces roches sédimentaires possèdent une propriété inhérente. Sous la pression colossale des mouvements tectoniques, elles ont tendance à se fracturer selon des lignes droites, presque parfaites. Pendant des siècles, les puissants courants sous-marins, agissant comme des sculpteurs patients et implacables, ont balayé le fond marin. Ils ont emporté les fragments les plus friables, les pierres les plus petites, ne laissant derrière eux que les blocs monumentaux, aux arêtes vives et aux surfaces planes. Ce que l'œil non averti perçoit comme des marches d'escalier monumentales et des terrasses cérémonielles serait donc le fruit du travail acharné des forces naturelles, et non celui d'architectes oubliés. Pourtant, une nuance subsiste, une interrogation à laquelle même les plus sceptiques des géologues ne peuvent échapper. Il est probable que la nature ait créé l'ébauche, le manuscrit brut de cette cité engloutie, et que des peuples anciens, vivant ici bien avant que les eaux ne montent, aient parachevé l'œuvre. Ils auraient pu se servir de ces plateformes naturelles comme d'une carrière à ciel ouvert, ou plus encore, comme d'un sanctuaire sacré, rectifiant les angles, creusant des passages et imprimant leurs marques sur le canevas offert par la terre. La vérité, comme souvent, se niche dans cet entre-deux. Yonaguni serait alors un chef-d'œuvre né de la collaboration improbable entre la nature et l'homme. L'eau sait garder ses secrets, mais parfois, la terre les dissimule avec une efficacité plus redoutable encore. En Turquie, un simple fermier, mu par le désir de rénover sa cave, mit au jour l'entrée d'un véritable monde infernal, où des milliers d'âmes trouvèrent refuge durant des siècles. Imaginez la scène. En 1963, dans la région turque de la Cappadoce, un homme abat un vieux mur dans son sous-sol. Derrière les décombres, il ne découvre pas une simple cachette, mais un tunnel sombre, une béance qui s'enfonce vers l'inconnu. Il ignorait alors que son marteau venait de frapper à la porte de l'une des plus vastes et des plus mystérieuses cités souterraines du monde, Derinkuyu. Lorsque les archéologues arrivèrent sur les lieux et commencèrent les fouilles, l'ampleur de la découverte dépassa toute imagination. Il ne s'agissait pas de quelques grottes aménagées, mais d'une véritable mégalopole verticale, plongeant dans les entrailles de la terre sur 18 étages. Ici, dans une obscurité quasi totale, près de 20 000 personnes pouvaient vivre, manger et dormir simultanément, accompagnés de leur bétail. Ils avaient recréé un monde complet, des écoles, des églises, des caves à vin,
des pressoirs à huile et des enclos pour les moustiques. Mais le plus terrifiant demeure la profondeur. Les puits s'enfoncent jusqu'à 85 mètres sous la surface, et l'air frais y est acheminé par un système de ventilation d'une ingéniosité folle, dont les conduits sont parfaitement indécelables depuis l'extérieur. Pourquoi une civilisation entière choisirait-elle de vivre volontairement sous terre, telles des taupes privées de la lumière du soleil? Les théories les plus audacieuses suggèrent que Derinkuyu fut conçu comme un bunker, en prévision d'une catastrophe planétaire. Peut-être ses habitants se cachaient-ils d'une ancienne guerre nucléaire, d'une période glaciaire soudaine, ou même d'une invasion extraterrestre dont les vaisseaux patrouillaient le ciel. Les partisans de la théorie du paléocontact soulignent les mesures de sécurité extrêmes. Des couloirs si étroits qu'un seul homme peut y passer à la fois, et d'immenses portes circulaires en pierre, pesant une demi-tonne, qui ne peuvent être verrouillées que de l'intérieur. Contre qui ou contre quoi se protégeait-il avec un tel désespoir? Les historiens, eux, proposent une explication plus terrestre, mais non moins dramatique. Derinkuyu était bien un refuge, non pas contre des visiteurs venus des étoiles, mais contre des envahisseurs bien humains. Durant des siècles, ces terres furent le théâtre de guerres incessantes. Les raids des Romains, puis les conquêtes des Arabes, et enfin les invasions des Mongols. Pour survivre, les populations locales exploitèrent la tendresse de la roche, le tuf volcanique, facile à creuser. Derinkuyu n'est pas seulement une prouesse d'ingénierie, c'est un monument à la résilience humaine, à la volonté farouche de survivre face à un monde extérieur devenu hostile. Sous nos pieds, sous le sol que nous foulons chaque jour, des mondes entiers attendent. Des histoires de peur, d'espoir et de survie, gravées non pas dans la pierre, mais dans les entrailles mêmes de la terre. Au cœur de la terre, il existe une pierre aux propriétés presque magiques. Tant qu'elle demeure dans les entrailles du sol, elle se laisse tailler avec une facilité déconcertante. Mais une fois exposée à l'air libre, elle durcit en quelques heures, acquérant la résistance du béton. C'était le matériau d'un projet de fortification ultime, une architecture née de la nécessité et du génie. Lorsque l'ennemi approchait, la population entière d'une cité s'évanouissait. Sous terre, les entrées, dissimulées, étaient scellées par d'immenses meules de pierre roulées de l'intérieur. Les armées conquérantes pouvaient marcher sur cette terre vide, piller des maisons abandonnées, sans jamais suspecter que, quelques mètres sous leurs pieds, la vie continuait de vibrer. Des dizaines de milliers d'âmes, avec leurs familles, leur bétail et leurs réserves, attendaient dans le silence des profondeurs que la tempête passe. Ce n'était pas un monument à la peur, mais un témoignage extraordinaire de l'ingéniosité et de la soif de vivre d'un peuple acculé. Derinkuyu était un refuge pour les vivants. Mais si l'Anatolie a donné naissance à une cité pour échapper à la mort, il existe, à l'autre bout du monde, un lieu que les habitants nomment la Cité des Morts. Un endroit où, même aujourd'hui, ils redoutent de s'aventurer à la nuit tombée. Si le hasard vous mène au milieu de l'immensité du Pacifique, sur l'île minuscule de Pohnpei, les anciens vous mettront en garde. Une seule règle prévaut. Ne restez jamais dans les ruines de Nan Madol après le coucher du soleil. Le jour, le lieu apparaît comme un miracle d'ingénierie, une énigme de pierre posée sur l'eau. Mais la nuit, murmurent les insulaires, les esprits des anciens rois s'éveillent, et ils n'apprécient guère la présence d'os étrangers sur leur terre sacrée. Nan Madol est unique au monde. C'est la seule cité antique bâtie non pas sur la terre ferme, mais directement sur un récif de corail, au cœur d'une mangrove. Il ne s'agit pas de quelques huttes sur pilotis.
C'est un archipel de 92 îles artificielles, créées de la main de l'homme, reliées par un réseau de canaux qui lui ont valu le surnom de Venise du Pacifique. Pourtant, oubliez la romance italienne. Ici règne une atmosphère de grandeur lourde, écrasante. De murailles cyclopéennes s'élèvent jusqu'à 8 mètres au-dessus des flots, la hauteur d'un immeuble de 3 étages. Elles sont assemblées à partir de milliers de prismes de basalte noir, des colonnes naturelles qui ressemblent à des poutres de pierre géantes. Chacun de ces monolithes pèse entre 5 et 50 tonnes. Le poids total des matériaux utilisés pour ériger Nan Madol est estimé à 750 000 tonnes. Pour saisir l'ampleur de cette folie, cette masse de pierre est comparable à celle de la grande pyramide de Gizeh. Mais la pyramide fut l'œuvre de l'Empire égyptien tout entier, avec sa population de plusieurs millions d'habitants et son économie centralisée. Sur Pohnpei, à l'époque de la construction, les anthropologues estiment qu'il n'y avait tout au plus que 25 000 âmes. Un peuple sans métal, sans la roue, sans la moindre machinerie complexe. Et pourtant, d'une manière qui défie notre entendement, ils sont parvenus à extraire ces colosses de basalte d'une carrière située à l'autre bout de l'île. Ils les ont transportés à travers une jungle dense et des marécages impénétrables, pour finalement les agencer dans l'eau avec une précision millimétrique, créant une cité qui a traversé les siècles. Les habitants actuels persistent à croire que le lieu est maudit, et l'histoire leur donne des raisons de le penser. En l'an 1907, le gouverneur allemand de l'île, Victor Berg, un homme de science et de raison, décida de défier les légendes. Ignorant les suppliques des chefs locaux, il ordonna l'ouverture de l'une des tombes royales au cœur de Nan Madol. Son triomphe fut de courte durée. À l'intérieur, il découvrit les ossements de géants, des squelettes d'une taille bien supérieure à celle des hommes ordinaires. Mais le lendemain matin, le gouverneur s'éteignit dans d'atroces souffrances, se tordant de douleur dans un délire fiévreux. Les médecins ne purent jamais établir la cause du décès. Nan Madol n'est pas seulement une énigme d'ingénierie. C'est un avertissement, gravé dans la pierre noire. Un rappel que certaines forces, certaines mémoires, dépassent notre compréhension. Peut-être que certaines portes de l'histoire ne sont pas faites pour être ouvertes, et que le silence des pierres est un savoir plus puissant que toutes nos certitudes. Les anciens de l'île le chuchotent encore aujourd'hui. Il aurait troublé le repos des sceaux de l'heure, les rois sorciers d'un autre temps. Pour eux, la vérité est simple, gravée dans la mémoire collective, comme les pétroglyphes sur la roche. Pendant des décennies, l'énigme de Nan Madol a hanté les archéologues et les ingénieurs. Au cœur de la Micronésie, sur l'île de Pohnpei, se dresse une cité fantôme, une Venise du Pacifique, bâtie sur 92 îlots artificiels. Une mégalopole de basalte et de corail, dont les murs défient la logique. La question fondamentale, presque enfantine dans sa simplicité, demeure. Halte prismatique pesant jusqu'à moindre route? L'idée même de la roue est ici une absurdité. Elle se serait instantanément enlisée dans la boue omniprésente. Les faire glisser sur des rondins? La friction aurait été si colossale qu'elle aurait exigé la force de milliers d'hommes, une population que l'île n'a jamais pu abriter. Face à cette impasse technique, l'imaginaire a repris ses droits. La version la plus tenace, celle qui survit aux siècles et aux expéditions scientifiques, est celle de la magie. Les légendes racontent l'arrivée de 2 frères jumeaux, Olisipa et Olosopa, venus de l'océan sur une grande pirogue. C'étaient, dit-on, de puissants sorciers, maîtres des éléments et des lois de la physique. Assis sur le rivage, ils jouaient d'instruments mystérieux, et de leur mélopée envoûtante naissait un miracle.
Les monolithes de basalte, arrachés à leur carrière, s'élevaient dans les airs, glissant sans effort au-dessus de la canopée pour venir se poser à leur emplacement désigné, dociles et précis, tels des oiseaux se posant sur une branche. Les partisans de la théorie des anciens astronautes vont plus loin encore. Ils soulignent les étranges anomalies magnétiques qui tourmentent la région de Nan Madol. Ici, la boussole s'affole, les instruments électroniques tombent en panne, comme si une force invisible perturbait le champ terrestre. Pour eux, ces colonnes de basalte ne sont pas de simples matériaux de construction. Ce seraient les composants d'une gigantesque installation énergétique, une antenne ou un résonateur laissé par une intelligence extraterrestre. Vue du ciel, la géométrie de la cité est troublante. Ces canaux rectilignes et ces plateformes interconnectées évoquent irrésistiblement le schéma complexe d'un microprocesseur, où les voies d'eau serviraient de circuit. Peut-être est-ce là l'explication du sort tragique de certains explorateurs, comme Victor Berg, qui y trouva la mort. Aurait-il été victime d'une radiation résiduelle, d'une énergie inconnue émanant encore des pierres ? Les scientifiques, bien sûr, écartent l'hypothèse de la lévitation. Mais même les plus sceptiques s'inclinent devant le génie logistique des bâtisseurs de Nan Madol. La clé de l'énigme ne se trouvait pas dans les conjectures, mais dans l'expérimentation. Les archéologues ont compris que l'obsession pour le transport terrestre était une fausse piste. Les anciens insulaires n'ont pas combattu la nature, ils l'ont utilisée. L'océan était leur autoroute. Les colossales colonnes de basalte étaient solidement arrimées sous d'immenses radeaux faits de bambou et de bois léger. Immergée, la pierre, bien que toujours incroyablement lourde, était allégée par la poussée d'Archimède, tandis que la flottabilité des radeaux l'empêchait de sombrer. Mais une fois Aligny grue, la solution fut tout aussi brillante. La méthode du plan incliné et de l'échafaudage progressif. Les bâtisseurs créaient des rampes de terre et de rondins. Puis, à la manière d'une cabane en bois rond, ils entrecroisaient les piliers de basalte, utilisant d'énormes troncs de palmier comme levier pour soulever chaque nouvelle pièce, couche après couche, dans un effort titanesque et parfaitement coordonné. Pourtant, la découverte la plus fascinante, la plus troublante, ne réside pas dans la prouesse technique, mais dans sa finalité. Pourquoi déployer une telle énergie ? La réponse, d'un cynisme glacial, révèle le véritable visage de Nan Madol. La cité n'était ni un temple, ni une forteresse. C'était une prison dorée. La dynastie des Sodeleurs, qui régnait d'une main de fer, a ordonné à tous les chefs des clans rivaux de l'île de venir s'installer avec leurs familles dans cette nouvelle capitale de pierre. En apparence, un honneur suprême. En réalité, un piège implacable. Car sur ces îlots artificiels, il n'y avait aucune source d'eau douce, aucune terre arable pour cultiver le taro ou l'arbre à pain. La survie y était impossible. Chaque noix de coco, chaque poisson, chaque gorgée d'eau devait être acheminée par bateau depuis l'île principale, sous le contrôle strict de l'empereur. Les chefs, coupés de leurs terres et de leur peuple, se retrouvaient dans une situation de dépendance absolue, otages d'un système qui les nourrissait au compte-gouttes. Nan Madol n'est donc pas seulement une énigme d'ingénierie. C'est le témoignage, gravé dans la pierre, d'une ambition démesurée et d'une stratégie politique implacable, où le pouvoir absolu se bâtit sur la dépendance la plus totale. Ces murs silencieux ne racontent pas une histoire de magie, mais celle, bien plus humaine, du contrôle d'un homme sur un autre. Lorsqu'un esprit rebelle menaçait l'ordre établi, il suffisait de lui couper l'accès à la nourriture. Sur l'île de Pohnpei, Nan Madol ne fut pas seulement une cité sur l'eau.
ce fut le premier camp de concentration pour élite de l'histoire. Un lieu où l'architecture elle-même était l'instrument d'une tyrannie absolue. Ces ingénieux, orchestrés par la pierre et la mer. Pourtant, les bâtisseurs du lieu suivant maîtrisaient une technologie de traitement de la matière qui déconcerte jusqu'aux spécialistes contemporains, armés de leurs outils laser. Nous retournons en Égypte, non pas pour admirer les monuments baignés de lumière, mais pour descendre dans un souterrain dont le mystère est plus effrayant que n'importe quelle malédiction de feu. Chacun connaît les pyramides de Gizeh et le sphinx énigmatique. Mais la véritable anomalie de l'Égypte ancienne ne se cache pas sous le soleil brûlant, mais profondément sous terre, dans un lieu nommé le Sérapéum de Saqqara. L'histoire de sa découverte est digne d'un film d'aventure. En l'an 1850, l'archéologue français Auguste Mariette, arpentant le désert, bute sur une tête de sphinx émergeant du sable. Intrigué, il ordonne des fouilles. Bientôt, une allée entière de statues est exhumée, le menant vers une entrée scellée dans la roche. La porte de pierre est si massive, si obstinément close, que Mariette doit recourir à la dynamite pour forcer le passage. Lorsque la poussière retombe et que les archéologues, torches à la main, pénètrent à l'intérieur, ils sont happés par un monde de ténèbres éternelles et de silence absolu. Des galeries s'étendent sur des centaines de mètres, taillées à même la roche-mère. Mais ce qui se dresse dans les alcôves latérales fige les explorateurs sur place. 24 sarcophages cyclopéens, taillés dans des monolithes de granit noir, rose ou gris, leur dimension défie l'entendement. Une longueur d'environ 4 mètres, une hauteur de plus de 3 mètres. Le poids de chacun oscille entre 70 et 100 tonnes, l'équivalent de 2 chars d'assaut modernes ou d'un troupeau d'éléphants. Au-dessus, des couvercles monolithiques, pesant 30 tonnes chacun, scellent ces coffres de pierre. En s'approchant de l'un d'eux, Mariette remarque un détail qui lui glace le sang. La couche de poussière sur le sol est parfaitement intacte. Les empreintes des ouvriers qui avaient quitté les lieux 3000 ans plus tôt y sont encore figées, comme un écho silencieux du passé. Cela ne signifie qu'une chose. Nul pillard n'avait jamais profané ce sanctuaire. Les sarcophages étaient tels que leurs créateurs les avaient laissés. Les archéologues en sont convaincus. À l'intérieur reposent les momies des taureaux sacrés Apis, parés d'or et de bijoux inestimables. Au prix d'efforts inouïs, ils parviennent à faire glisser l'un des couvercles. L'air, prisonnier depuis des millénaires, siffle en s'échappant. Ils éclairent l'intérieur et découvrent le vide absolu, le néant. Ni ossements, ni or, ni même une seule particule de poussière. Rien qu'une surface de pierre noire, parfaitement polie. C'est ce fait, ce vide contenu dans les réceptacles les plus complexes de l'Antiquité, qui a engendré des dizaines de théories. Pourquoi créer un coffre-fort de 100 tonnes, si ce n'est pour rien y conserver ? C'est ici que le mystère s'épaissit, touchant à une qualité de fabrication que le burin et le marteau ne peuvent expliquer. L'ingénieur Christopher Dunn, spécialiste des technologies de l'Égypte ancienne, a mené une expérience simple mais révélatrice. Il applique une équerre de précision contre la paroi interne d'un sarcophage. Le résultat est stupéfiant. Aucun interstice. Nul filet de lumière ne trahit la moindre imperfection. La surface est parfaitement plane, avec une tolérance inférieure à l'épaisseur d'un cheveu humain. Plus troublant encore, les angles internes sont d'une rectitude parfaite, 90 degrés exacts. Essayez d'imaginer. Un tailleur de pierre de l'Antiquité, contraint de se glisser à l'intérieur de cette boîte de granit,
travaillant dans l'exiguïté, à la lueur vacillante d'une lampe à huile, pour atteindre une précision que nos ateliers modernes peineraient à reproduire sur une telle échelle. Le Sérapéum nous confronte à une vérité inconfortable. La perfection de ces caisses n'était peut-être pas destinée à protéger un contenu physique, mais à garantir une fonction que nous ne comprenons plus. Étaient-ce des résonateurs, des accumulateurs d'énergie, des chambres de confinement pour quelque chose d'immatériel? Le vide qu'ils contiennent n'est pas une absence, mais un message. Il nous dit que la technologie la plus avancée n'est pas toujours celle qui fait le plus de bruit. Le Sérapéum n'est pas une tombe, c'est une question, gravée dans le granit pour l'éternité. Une question qui ne porte pas sur la mort des dieux, mais peut-être sur la nature même de la technologie et sur l'arrogance de notre propre modernité face au murmure de la pierre. Au cœur du désert égyptien, sous les sables de Saqqara, se cache un labyrinthe de galeries taillées dans le roc. C'est le Sérapéum. À l'intérieur, 24 monolithes de granit, pesant chacun jusqu'à 100 tonnes, reposent dans des niches d'obscur. Leur surface est un miroir de pierre, poli avec une précision optique qui déconcerte encore nos technologies les plus avancées. Façonner le granit, l'une des roches les plus dures de la planète, avec une telle perfection relève de l'impossible. Le moindre faux mouvement, la plus infime erreur de calcul, et l'œuvre de plusieurs années aurait été irrémédiablement ruinée. Pour certains, le Sérapéum n'est pas une nécropole, mais un complexe technique d'une nature qui nous échappe. Ces sarcophages, si nous pouvons encore les appeler ainsi, sont taillés dans un granit riche en quartz. Or, le quartz possède une propriété fascinante, la piézoélectricité. Sous une pression intense, il peut générer un courant électrique. La théorie est audacieuse. Ces coffres monumentaux auraient-ils pu être les composants d'une gigantesque batterie, d'un accumulateur d'énergie aux proportions colossales, ou peut-être même les éléments d'un dispositif aux fonctions encore plus insondables, une machine capable de manipuler l'espace et le temps? D'autres hypothèses suggèrent qu'il s'agissait d'abris, des capsules de survie, destinées à préserver le patrimoine génétique face à une catastrophe oubliée. Le granit épais agissant comme un bouclier parfait contre les radiations. Et si les créatures qui y furent jadis enfermées n'étaient jamais mortes, mais s'étaient simplement volatilisées, ascensionnées vers une autre dimension, laissant derrière elles ces coquilles de pierre vive. L'égyptologie orthodoxe balaie ces spéculations d'un revers de main. Pour les scientifiques, la preuve réside sur la pierre elle-même. Sur certains de ces coffres, on distingue des hiéroglyphes gravés avec une surprenante maladresse. Ces inscriptions primitives jurent avec la perfection quasi surnaturelle de la surface qu'elles profanent. L'hypothèse des chercheurs dessine une histoire en deux temps. D'abord, des maîtres artisans d'un ancien empire, dépositaires d'un savoir-faire aujourd'hui perdu, auraient façonné ces merveilles. Puis, des millénaires plus tard, leurs descendants, ayant oublié ces techniques ancestrales, auraient découvert ces monolithes et tenté de les réutiliser pour leurs propres rituels, y gravant maladroitement l'épitaphe d'un taureau sacré. Quant à la méthode de fabrication, la science propose une explication rationnelle. L'usage de scie en cuivre et d'un abrasif, comme le sable de quartz ou le corindon. Des expériences ont été menées pour vérifier cette théorie. Elles ont démontré qu'une scie en cuivre peut, en effet, entamer le granit, à condition de déverser en continu des tonnes d'abrasifs sous la lame. La vitesse de coupe est cependant dérisoire, quelques millimètres par heure. Pour créer un seul de ces mastodontes, il aurait fallu des décennies de labeur incessant pour une armée d'artisans. Mais le véritable mystère
celui qui plonge la science dans un silence perplexe, est celui de la logistique. Les tunnels du Sérapéum sont étroits, tortueux, des boyaux souterrains, où 2 personnes peut-il plus pivoter à angle droit dans des couloirs exigus. Et surtout, couverts de leur couvercle de 30 tonnes, sans aucune trace de machinerie hydraulique. L'espace entre le sarcophage et les murs de la niche est parfois de 40 cm à peine. Aucun espace pour des leviers, des cordages, ou même des hommes. Le Sérapéum demeure l'un des artefacts les plus dérangeants pour l'histoire. Le témoin silencieux d'un résultat que nous peinons à expliquer. Un exploit que même nos grues et nos machines-outils les plus puissantes auraient du mal à reproduire. Ce site n'est pas une anomalie isolée. Des pyramides qui défient la chronologie officielle, aux cités souterraines plongeant à 18 étages sous la terre d'Anatolie, des montagnes sculptées avec une ambition divine en Inde, aux plateformes cyclopéennes des Andes, notre planète est jalonnée de ces énigmes de pierre. Dispersées sur des continents différents, séparées par des océans et des millénaires, elles partagent une caractéristique commune. Elles pulvérisent notre conception du possible. Il est tentant de murmurer les mots « extraterrestre » ou « magie » pour combler les vides de notre savoir. Mais une autre vérité, plus complexe et plus profonde, se fait jour. L'homme ancien n'était pas primitif. Peut-être la plus grande erreur de notre modernité est-elle de confondre la chronologie avec le progrès. Peut-être ne s'aguivons oubliés. Dépourvus d'écran, de lasers ou de réseaux mondiaux, il possédait pourtant ce qui nous fait cruellement défaut. La maîtrise du temps, une patience infinie et une finalité si grandiose qu'elle justifiait le labeur de plusieurs générations. Face à ces monolithes, la véritable mesure du potentiel humain se révèle. Et si nous n'avions pas perdu un savoir-faire ancestral, mais simplement oublié ce dont l'esprit est capable lorsqu'il est guidé non par des algorithmes, mais par la ferveur d'une conviction. Qui sait ce que nos descendants exhumeront dans 10 000 ans sur les vestiges de nos métropoles? S'émerveilleront-ils de nos prouesses? Ou nos créations leur apparaîtront-elles comme une énigme indéchiffrable? Car au fond, le plus grand mystère n'est pas la technique, mais la volonté qui la commande.